Avant l'aube, les tambours résonnent, et en 5 jours, le calme apparent bascule en menace entre le Burkina Faso et le Togo, et l'horizon du Sahel tremble, prêt à s'embraser. Ouagadougou exige l'extradition de Paul-Henri Damiba, tandis que Lomé garde le silence et que Paris rappelle, à mots couverts, ses accords de défense. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il défendre la souveraineté sans déclencher l'engrenage où une affaire de justice devient prétexte d'ingérence? Chaque heure sans réponse pèse plus lourd qu'une balle, au moindre faux pas. Cette séquence ne se limite pas à une crise diplomatique de plus en Afrique de l'Ouest. Elle promet de montrer comment une affaire d'extradition, apparemment circonscrite, peut devenir un test grandeur nature de souveraineté, de patience stratégique et de rapport de force hérité. Pour le spectateur, l'enjeu est clair, comprendre en quoi ce bras de fer silencieux peut influencer la sécurité régionale, l'économie locale et même la définition contemporaine du pouvoir politique au Sahel. Au centre, une question domine. Comment éviter que la recherche de justice ne se transforme en déclencheur de conflits international? Les décisions prises dans les jours et semaines à venir pèseront sur les relations entre États sahéliens, sur l'attitude des puissances extérieures et sur la cohésion interne du Burkina Faso. Ibrahim Traoré apparaît ici non seulement comme un chef militaire, mais comme l'arbitre d'un tempo où chaque mot compte autant que chaque mouvement. Ce qui se joue maintenant déterminera si le silence restera une arme ou deviendra une faute. Guillemot 3 chiffres résument d'emblée la gravité du moment. 40 tentatives d'assassinat recensées, 19 officiers visés en une seule nuit et un transfert financier de 100 millions de francs, CFA, identifié dans les circuits du complot. Ces éléments, établis par le contre-espionnage burkinabé, ont transformé une rumeur persistante en dossier étayé, suffisamment solide pour justifier une exigence officielle adressée à Lomé. C'est à partir de là que la crise a changé de nature et que le nom d'Ibrahim Traoré s'est retrouvé au cœur d'une équation régionale plus large. Le contexte est celui d'un Sahel sous tension chronique, où chaque rupture d'équilibre réactive des mémoires coloniales et des mécanismes d'ingérence. Quelques semaines après l'échec sanglant d'un complot interne, Ouagadougou pensait avoir consolidé sa sécurité. Soit les réseaux hostiles semblaient désorganisés, les dispositifs renforcés et l'appareil militaire en phase de stabilisation. Pourtant, un détail jugé secondaire a tout relancé. Des messages interceptés reliant d'anciens officiers en exil à une cellule dormante opérant depuis la capitale. L'enquête révèle alors que Paul-Henri Damiba n'est pas un fugitif isolé, mais un maillon d'une architecture de déstabilisation enracinée dans plusieurs États côtiers. Les flux financiers, les dates et les aveux concordent. Pour les autorités burkinabées, ces données constituent une preuve suffisante pour exiger une coopération judiciaire immédiate. Le silence du Togo, maintenu malgré les communiqués et les canaux diplomatiques, est perçu comme une stratégie d'attente plutôt que comme une simple prudence juridique. Et là, c'est dans ce vide que s'insère la réaction française. En rappelant ses accords militaires avec Kerndoan, avec Lomé, Paris transforme implicitement une affaire d'extradition en enjeu sécuritaire régional. Le dossier quitte alors le terrain strictement judiciaire pour entrer dans celui, plus instable, de la souveraineté et de l'influence. Ibrahim Traoré comprend que chaque jour sans réponse renforce la méfiance, mais qu'un geste précipité offrirait précisément le prétexte recherché par ses adversaires. Ainsi se referme la première boucle de curiosité. Ce qui semblait n'être qu'un contentieux bilatéral apparaît désormais comme un test de résistance stratégique pour tout le Sahel. Pour comprendre comment cette crise se matérialise au quotidien, il faut quitter les communiqués et suivre une scène plus discrète, presque banale. Dans une caserne périphérique de Ouagadougou, un officier figure parmi les 19 noms visés par le complot. Depuis la nuit de l'attentat manqué, ses déplacements sont limités, sa famille placée sous protection et chaque appel téléphonique filtré. Cette réalité concrète donne une épaisseur humaine à une affaire souvent réduite à des mots abstraits comme souveraineté ou ingérence. Dans les couloirs de la présidence, l'atmosphère est lourde mais méthodique. Les conseillers militaires entrent et sortent, dossiers à la main, pendant que les services de renseignement détaillent
les flux financiers et les itinéraires des intermédiaires arrêtés. Ibrahim Traoré écoute, questionne, tranche peu. Cette retenue n'est pas de l'hésitation mais un choix assumé de temporisation, destiné à éviter toute escalade irréversible. Les premiers impacts se font pourtant sentir rapidement. Sur les marchés de la capitale, les discussions tournent autour d'un possible affrontement et les rumeurs voyagent plus vite que les démentis officiels. Dans le même temps, une centaine de jeunes volontaires poursuivent leur entraînement sous le soleil, conscients que chaque crise diplomatique retarde une victoire sur le terrain sécuritaire. Ces signaux précoces dessinent un même constat. Au-delà des États, ce sont des vies ordinaires qui attendent que le silence cesse de peser. Tout commence par une phase d'activation rapide, presque brutale. À Ouagadougou, la révélation des messages interceptés et des flux de financiers liés au complot fait tomber l'illusion d'un retour au calme. Le dossier est jugé suffisamment solide pour être porté sur la place publique. Un communiqué officiel exige l'extradition immédiate de Paul-Henri Damiba, présenté non comme un opposant politique en exil, mais comme un acteur central d'une tentative d'assassinat coordonnée. À ce stade, l'objectif est clair, forcer une réponse juridique, documentée, sans élargir le conflit. Le point de bascule survient avec la réaction attendue de Lomé, ou plutôt avec son absence. Les heures passent, puis les jours, sans réponse formelle. Ce silence, d'abord interprété comme une prudence diplomatique, devient progressivement un signal politique. Chaque non-dit renforce l'idée que la demande burkinabé est traitée comme un dossier sensible, pesé non seulement à l'aune du droit, mais aussi des équilibres régionaux. Dans les chancelleries, on commence à parler d'un jeu d'attente destiné à provoquer l'erreur plutôt qu'à résoudre le litige. C'est à ce moment précis que l'affaire change d'échelle. Paris rappelle publiquement l'existence de ces accords de défense avec le Togo et d'autres États côtiers. Une phrase suffit pour déplacer le centre de gravité de la crise. Toute action unilatérale du Burkina Faso serait désormais interprétée comme une provocation sécuritaire. Ce rappel juridique, apparemment neutre, agit comme un verrou stratégique. La justice nationale burkinabé se retrouve encadrée par des considérations militaires qui la dépassent. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré réunit son état-major. Les cartes sont déployées, les scénarios examinés un à un. Incursion limitée, pression frontalière, opération discrète ou maintien d'une ligne strictement diplomatique. Chaque option est évaluée non seulement en termes d'efficacité immédiate, mais aussi de conséquences à moyen terme. Le mot d'ordre revient sans cesse, éviter le piège. Une action mal calibrée offrirait un prétexte légal à une intervention extérieure, transformant une revendication de souveraineté en faute stratégique. Les répliques se multiplient alors sur plusieurs plans. Dans les casernes, les soldats restent en alerte, disciplinés, conscients que la moindre initiative non autorisée pourrait être exploitée. À la radio nationale, les messages appellent à la patience et à la vigilance. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages de soutien affluent, mêlant colère, fierté et crainte d'un retour au chaos. La société civile entre ainsi, malgré elle, dans le tempo de la crise. Pendant ce temps, les alliés régionaux observent. Le Mali et le Niger expriment leur solidarité, tandis que d'autres États côtiers adoptent une prudence silencieuse. La crise n'est plus seulement bilatérale, elle devient un test collectif. Jusqu'où un État sahélien peut-il aller pour faire valoir sa justice sans raviver les mécanismes d'ingérence qu'il cherche précisément à dépasser? À ce stade, le fil des événements révèle une logique implacable. Plus le silence dure, plus chaque geste prend un poids disproportionné. La crise n'est pas figée, elle se tend et chaque acteur attend que l'autre parle en premier. Au départ, les services de sécurité burkinabés faisaient face à une instabilité diffuse. Désormais, l'enquête fait apparaître une architecture structurée, étayée par 3 indicateurs précis qui changent la lecture de la crise. Le premier est un volume financier clairement identifié, un transfert de 100 millions de francs CFA, repéré à travers des sociétés écrans et des intermédiaires d'un mobile. Ce montant, isolé des autres flux ordinaires, marque un passage du soupçon à la matérialité comptable. Il ne prouve pas à lui seul l'implication d'un État, mais il démontre l'existence d'une opération planifiée, dotée de moyens et d'une chaîne logistique cohérente. Le deuxième indicateur concerne le facteur humain.
19 officiers figuraient sur la liste des cibles à éliminer lors d'une même nuit, selon les aveux recoupés d'intermédiaires arrêtés. Cette donnée n'est pas seulement quantitative, elle indique une intention stratégique. Éliminer simultanément ces profils revenait à tenter de décapiter une partie du commandement militaire. Goa avec un effet de sidération immédiat. Pour les analystes burkinabés, ce chiffre établit un saut qualitatif entre une opposition politique classique et une entreprise de déstabilisation systémique. Le troisième indicateur inscrit la crise dans la durée. Depuis son arrivée au pouvoir, 40 tentatives d'assassinat ont été recensées contre Ibrahim Traoré. Ce cumul, rarement observé dans un laps de temps aussi court, suggère une persistance de réseaux hostiles capables de se reconfigurer après chaque échec. La répétition elle-même devient une donnée stratégique. Elle explique pourquoi les autorités interprètent la moindre complaisance ou temporisation extérieure comme un facteur aggravant et non comme un simple retard administratif. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire claire. On passe d'une phase de vulnérabilité interne à une phase de confrontation indirecte où la justice, la diplomatie et la sécurité se superposent. Le transfert financier montre le carburant du complot. La liste des cibles révèle son objectif opérationnel. Le nombre de tentatives ratées expose sa profondeur historique. Chaque élément, pris isolément, pourrait être relativisé. Leur convergence, en revanche, fonde la conviction officielle d'une orchestration dépassant le cadre national. C'est sur cette base que la stratégie d'Ibrahim Traoré se précise. Plutôt que de chercher une démonstration spectaculaire, il privilégie l'accumulation patiente de preuves exploitables sur la scène diplomatique. Chaque chiffre devient un argument, chaque recoupement un garde-fou contre l'accusation de précipitation. Cette approche vise à déplacer le rapport de force du terrain militaire vers celui de la légitimité, où l'erreur coûte moins cher qu'un tir mal interprété. Cependant, cette logique chiffrée a ses limites. Les nombres convainquent les chancelleries, mais ils n'apaisent pas nécessairement les attentes internes. Pour une partie de l'opinion, l'addition des preuves renforce l'impatience. Plus les données s'accumulent, plus la question devient pressante. Combien de temps encore faut-il attendre avant que la justice produise un effet visible ? Ainsi, les preuves quantitatives ne ferment pas le débat, elles le déplacent. Elles rendent le silence plus lourd, car il s'exerce désormais face à des éléments documentés, et non à de simples allégations. Deux thèses opposées structurent désormais le débat au sein du Burkina Faso, et plus largement, dans l'espace sahélien. La première plaide pour une action rapide et assumée. Selon ses partisans, chaque jour, sans réponse de Lomé, affaiblit la crédibilité de l'État et prolonge une humiliation perçue comme collective. Il rappelle les précédents sécuritaires récents. Lorsque les autorités ont tardé à agir contre des groupes armés, le coût humain et territorial a augmenté. Dans cette lecture, l'extradition forcée de Paul-Henri Damiba deviendrait un signal de fermeté montrant que la souveraineté ne se négocie pas et que la justice nationale ne peut rester suspendue au bon vouloir d'acteurs extérieurs. La seconde thèse, plus prudente, avance un raisonnement inverse. Elle considère que toute initiative unilatérale offrirait précisément le prétexte recherché par les puissances extérieures pour réinvestir militairement la région. Les accords de défense rappelés par Paris sont ici centraux. Une incursion, même limitée, pourrait être juridiquement interprétée comme une agression, transformant un dossier d'extradition en crise sécuritaire majeure. Dans cette optique, la véritable victoire ne serait pas l'arrestation immédiate d'un homme, mais la démonstration qu'un État sahélien peut tenir sa ligne sans replonger dans le cycle intervention-instabilité. La réfutation repose sur les données mêmes du dossier. Les preuves accumulées, financières et opérationnelles, donnent au Burkina Faso un levier diplomatique réel. En rendant chaque élément traçable et vérifiable, les autorités déplacent la pression vers ceux qui temporisent. Le silence n'apparaît plus comme une posture neutre, mais comme un choix politiquement coûteux. Cette stratégie réduit l'espace de justification d'une intervention extérieure, car elle montre une recherche constante de solutions légales et multilatérales. Ibrahim Traoré se situe à l'intersection de ces deux logiques. Il reconnaît la colère et l'impatience d'une partie de l'armée et de la jeunesse,
tout en intégrant le risque systémique d'une escalade. Son pari est que la lenteur contrôlée, appuyée sur des preuves solides, peut produire un résultat plus durable qu'un coup d'éclat. Le dilemme reste entier, mais les faits suggèrent que l'erreur la plus coûteuse serait de confondre vitesse et efficacité. À ce stade, la crise bascule d'un affrontement d'interprétation vers un changement d'équilibre plus profond. Ce qui apparaissait comme une simple attente diplomatique se révèle désormais comme un instrument de pression à part entière, on utilisé pour tester la résistance politique du Burkina Faso. Les fuites d'un rapport interne, évoquant des consignes de temporisation transmises en amont, donnent une nouvelle lecture au jour de mutisme observé. Le doute cesse d'être abstrait, il devient structuré, documenté et donc exploitable sur le terrain diplomatique. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation modifie la nature du jeu. Il ne s'agit plus seulement d'obtenir une extradition, mais de démontrer publiquement comment une affaire judiciaire a été délibérément déplacée vers le registre sécuritaire. La retenue initiale prend alors une autre signification. Elle cesse d'être défensive pour devenir une stratégie d'exposition progressive où chaque élément révélé réduit l'espace du déni sans provoquer de rupture brutale. Ce déplacement du centre de gravité est crucial. Il transforme le Burkina Faso d'acteur sous pression en narrateur du dossier. Le tempo n'est plus imposé de l'extérieur, mais recalibré autour de la preuve et de la cohérence. Le piège redouté n'a pas disparu, mais il est désormais visible, nommé, et donc plus difficile à refermer sans coup politique pour ceux qui en jouent un. À partir de là, la question n'est plus seulement quand la réponse viendra, mais qui portera le poids du silence devenu explicite. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. Le dispositif de sécurité intérieure a été renforcé autour des officiers ciblés, tandis que les protocoles de communication des services ont été revus pour limiter les fuites et les interférences. Cette mobilisation a un coût politique et administratif. Elle absorbe du temps, de l'énergie et des ressources qui auraient donc pu être consacrées à d'autres priorités sécuritaires. Dans le même temps, elle envoie un signal clair, la menace est prise au sérieux et traitée comme un enjeu de souveraineté durable, non comme une crise passagère. Pour Ibrahim Traoré, cette fermeté méthodique vise à montrer que l'État tient, même sous pression prolongée. Du côté des entreprises, l'impact est plus économique que symbolique. Plusieurs sociétés minières étrangères opérant dans certaines zones sensibles ont suspendu temporairement leurs activités par crainte d'une dégradation rapide du climat diplomatique. Cette prudence affecte les chaînes d'approvisionnement locales et ralentit des projets déjà fragiles. Paradoxalement, elle ouvre aussi un espace inédit. Des investisseurs régionaux, notamment maliens et nigériens, manifestent leur intérêt pour reprendre certaines concessions. Le risque devient alors un facteur de recomposition, favorisant des partenariats perçus comme politiquement plus alignés avec la trajectoire souverainiste du Sahel. Pour les citoyens, les conséquences se lisent dans un mélange de tension et de fierté. À Ouagadougou, les veillées de soutien aux forces armées se multiplient, tandis que les marchés reprennent leur activité avec une prudence palpable. La peur d'un conflit ouvert coexiste avec le sentiment de vivre un moment charnière. L'image d'Ibrahim Traoré, visitant une base isolée, sous la pluie, est largement relayée et interprétée comme un signe de proximité avec les soldats et la population. Cette dimension symbolique ne remplace pas la sécurité réelle, mais elle contribue à maintenir une cohésion sociale fragile. À l'échelle régionale, enfin, les effets sont stratégiques. Le Mali et le Niger affichent leur soutien, consolidant l'axe sahélien, tandis que les États côtiers observent avec retenue. Une rupture durable entre le Sahel et ses voisins du littoral ferait peser un risque sur l'équilibre économique de toute l'Afrique de l'Ouest. A l'inverse, certains analystes y voient l'opportunité d'une nouvelle architecture régionale, plus lente et plus exigeante, mais potentiellement plus autonome. Ainsi, les conséquences dépassent largement le sort d'un homme ou d'une procédure judiciaire. Elles redessinent des priorités étatiques, déplacent des flux économiques, façonnent des perceptions citoyennes et reconfigurent des alliances régionales. Le silence, devenu explicite,
agit désormais comme un facteur structurant, et dont chaque acteur doit assumer le coût. Dans le scénario de base, la situation évolue sans rupture visible, les négociations diplomatiques se prolongent, ponctuées de communiqués prudents et d'échanges indirects. Le Togo maintient une neutralité de façade, la France conserve un rôle d'observateur vigilant, et le Burkina Faso continue d'accumuler des éléments de preuve sans geste spectaculaire. Dans ce cadre, le dossier d'Amiba s'enlise dans des procédures, mais la stabilité interne est préservée. Si cette trajectoire se confirme, la crise se transforme en guerre froide du Sahel, où chaque mot pèse davantage qu'une action militaire. Il existe aussi une issue plus favorable repose sur un changement de calcul politique. Sous la pression combinée de l'opinion publique régionale et des alliés sahéliens, Lomé finit par coopérer. L'extradition est accordée, encadrée juridiquement, et le procès devient un acte symbolique de souveraineté continentale. Si cette issue se matérialise, la diplomatie régionale en sortirait renforcée et les marges d'intervention extérieure se réduiraient mécaniquement. Ibrahim Traoré gagnerait une légitimité accrue, non par la force, mais par la capacité à transformer une crise en institution durable. Le scénario pessimiste, enfin, tient à un incident mal interprété. Un tir perdu, une patrouille déplacée ou un drone identifié trop tard suffisent à provoquer une escalade. Dans ce cas, les accords de défense seraient activés et l'affaire judiciaire deviendrait le déclencheur d'une confrontation plus large. Si cette dérive l'emporte, le coût serait multiple, diplomatique, économique et symbolique. Le Sahel perdrait non seulement du temps, mais aussi des années d'efforts de stabilisation. Face à ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Plutôt que de chercher à prédire l'issue, il faut observer les signaux faibles, la tonalité des communiqués, la fréquence des médiations discrètes et la cohérence entre discours et actes. Si ces éléments convergent vers la retenue structurée, alors la lenteur peut devenir une arme. Dans le cas contraire, chaque accélération augmente le risque de bascule. Pour une partie du public sahélien, cette crise n'est pas une abstraction géopolitique, mais une source d'inquiétude quotidienne. Les familles de militaires vivent avec l'idée que la menace ne s'est pas dissipée, seulement déplacée. Les commerçants, eux, ajustent leurs stocks et leurs horaires en fonction des rumeurs, conscients que la moindre tension régionale peut perturber les circuits d'approvisionnement. À ce niveau, l'impact n'est pas spectaculaire mais diffus, inscrit dans des choix pratiques qui s'accumulent et pèse sur la confiance collective. Pour un public plus éloigné, notamment hors du Burkina Faso, l'enjeu est différent. Cette séquence offre une clé de lecture sur la manière dont les crises contemporaines se fabriquent. Elles ne naissent plus uniquement de combats de visibles, mais de silences prolongés, de communiqués ambigus et de rappels juridiques apparemment techniques. Comprendre ce mécanisme permet de dépasser les récits simplistes opposant action et inaction, et de voir comment la temporisation peut être utilisée comme une stratégie à part entière. Il existe aussi un impact plus symbolique. La crise questionne la relation entre citoyens et pouvoir dans des contextes de transition politique. Beaucoup observent si la patience demandée est accompagnée de transparence et de cohérence. Lorsque les autorités expliquent leurs choix et documentent leurs décisions, l'attente devient plus supportable. A l'inverse, l'opacité alimente la fatigue et le doute, même en l'absence de conflits ouverts. Pour le spectateur, deux pistes d'attention émergent. La première consiste à suivre la manière dont l'information est produite et diffusée en distinguant les faits établis des interprétations émotionnelles. La seconde est de mesurer l'écart entre le discours officiel et les effets concrets sur la vie quotidienne. C'est dans cet écart que se joue souvent la crédibilité d'une stratégie. En définitive, cette crise invite chacun à se demander ce qu'il attend réellement d'un État en situation de pression prolongée, une action rapide au risque de l'escalade ou une retenue expliquée, assumée et cohérente dans le temps. Pour sortir du piège sans céder à la provocation, les autorités burkinabées ont progressivement articulé une ligne d'action en plusieurs étapes, pensée pour être lisible à l'intérieur comme à l'extérieur. La première repose sur une diplomatie persistante. Multiplier les canaux officiels et officieux permet de forcer une réaction sans rompre le cadre légal. Chaque note verbale, chaque échange écrit,
devient une trace exploitable, transformant le silence adverse en élément du dossier plutôt qu'en obstacle. La deuxième étape concerne la transparence contrôlée. Il ne s'agit pas de médiatiser massivement l'affaire, mais de publier de manière graduée les éléments vérifiés, financiers et opérationnels. Cette exposition progressive vise à réduire l'espace du déni sans nourrir la surenchère. Ibrahim Traoré privilégie ici une logique d'accumulation, où la crédibilité se construit par la cohérence des faits, plus que par l'intensité du discours. La troisième étape touche à la souveraineté logistique et sécuritaire. Le renforcement de la coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel, notamment en matière de renseignement et de formation conjointe, permet de limiter la dépendance à des réseaux extérieurs. Cette consolidation n'est pas pensée comme un signal offensif, mais comme une assurance interne face aux pressions prolongées. Vient ensuite la mobilisation civique encadrée. C'était encourager les citoyens à documenter les ingérences et à défendre les symboles nationaux avec calme permet de canaliser l'émotion collective. Une vigilance informée est jugée plus efficace qu'une colère diffuse, difficile à maîtriser sur la durée. Enfin, la feuille de route s'achève sur une unité narrative régionale. Parler d'une seule voix avec les alliés sahéliens réduit les marges d'interprétation extérieure et renforce la position commune. Cette stratégie n'est ni rapide ni spectaculaire, mais elle transforme la lenteur en instrument de stabilité. Reste une interrogation centrale. Cette patience structurée suffira-t-elle à produire une issue tangible sans basculer dans l'épreuve de force ? La scène revient, presque intacte. Dans la même caserne périphérique évoquée plus tôt, l'officier visé par le complot reprend peu à peu une routine fragile, faite de vigilance et de gestes mesurés. Les patrouilles passent, les familles attendent, et la pluie retombe parfois sur la cour, comme lors des premières sonneries d'alerte. Ce motif discret rappelle que derrière les communiqués et les stratégies, la crise continue de s'inscrire dans des vies concrètes, suspendues à des décisions lointaines. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure de rupture que comme un point d'équilibre. Il incarne une génération de dirigeants contraints d'avancer entre colère légitime et prudence calculée, sans garantie de résultats immédiats. Sa posture, faite de retenue visible et de fermeté documentée, devient un symbole pour ceux qui espèrent une souveraineté moins bruyante, mais plus durable. Elle rassure certains, irrite d'autres, mais elle ne laisse plus indifférents. Dans les rues de Ouagadougou, les portraits accrochés au mur ne célèbrent pas une victoire éclatante. Ils racontent plutôt une endurance partagée, celle d'un pays qui refuse de céder à la précipitation comme à la peur. Un ancien combattant le résume d'une phrase simple, reprise à voix basse. Tenir compte plus que gagner vite. C'est peut-être là le véritable fil rouge de cette crise. Non pas la recherche d'un dénouement spectaculaire, mais la capacité à rester debout, ensemble, lorsque le silence devient l'épreuve principale. Au terme de cette séquence, la crise dépasse largement le sort d'un dossier d'extradition ou la trajectoire d'un dirigeant. Elle interroge la manière dont une société accepte la lenteur comme prix de la stabilité, et comment un État tente de défendre sa souveraineté sans retomber dans les cycles qu'il cherche à rompre. Ce qui se joue autour du Burkina Faso résonne bien au-delà du Sahel, car il s'agit d'un test contemporain de gouvernance sous pression prolongée. Pour le public, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais d'affiner le regard. Observer comment les preuves sont produites, comment le langage diplomatique évolue et comment les silences sont utilisés permet de mieux comprendre les crises actuelles, souvent moins bruyantes mais tout aussi décisives. Cette attention critique aide à distinguer la stratégie de l'improvisation et la retenue maîtrisée de l'impuissance. La question ouverte reste alors entière. Dans un monde où la rapidité est souvent valorisée comme une vertu politique, jusqu'où une communauté est-elle prête à défendre la patience comme instrument de dignité collective ? Et à quel moment le silence cesse-t-il d'être une force pour devenir un risque partagé ?